ravi de vous retrouver, chère audience. Bonjour à tout un chacun. La République démocratique du Congo est et reste le ventre mou de la région. La crise qui sévit à l'est de ce géant aux pieds d'argile nous interpelle donc à nouveau dans ce programme de la chaîne YouTube d'hier, avec ces nouveaux développements qui ne cessent de tomber. Raison pour laquelle nous avons dû encore inviter notre spécialiste maison pour faire un tour d'horizon qui va nous permettre, et surtout vous permettre à vous, de cerner ce qui se trouve dans le panier à crabe qu'est l'imbroglio congolais. Je suis JGM, Jean-Gilles Mazuru, pour vous guider dans ce dédale de jeux de questions-réponses en compagnie d'un expert qu'on ne présente plus, mais disons, introduisez-vous, monsieur, pour celles ou ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Merci beaucoup, cher Jean-Jules. Je suis Tite Gatabaziruti Kanga. Je suis expert en droit international. Je suis politologue et diplômé des études stratégiques, analyste de la question de notre sous-région. Félicitations pour votre mouniéré, cher Jean-Jules. Ça vous va très bien. Vous avez dit? Le mouniéré, c'est la marque du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. J'espère qu'elle n'est pas déposée puisque j'emporte un. Je ne crois pas qu'il est déposé. Mais bon, voilà, ça vous va très bien. Merci, c'est gentil de votre part. Cette émission sera donc une clarification, voire une mise au point de la situation actuelle en République démocratique du Congo. Parlons, pour commencer, Tite, oui, des condamnations tous azimuts du Rwanda et dans leur prolongation, le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Peut-on parler de coïncidence fortuite, monsieur l'expert? Je suis... de coïncidence ou de concours de circonstances. Écoute, on a vu venir. On a vu venir. La MONUSCO était très mal en point avec les autorités congolaises, avec l'opinion. Elle a connu des déboires quand il y a eu des manifestations. On a cassé son siège, on a cassé son matériel. Et on a demandé une chose, qu'elle vide les lieux. Par la voix du président du Sénat, deuxième personnalité du pays, M. Bahati Lukwebo. Et donc, il fallait ménager le gouvernement congolais pour permettre le renouvellement de la mission des Nations Unies au Congo. Et donc, étant donné que le Congo n'arrête pas de demander à la communauté internationale la condamnation du Rwanda, le retrait du M23 et la fin de ceci et de cela, il n'est pas assez, il est assez curieux, pardon, de voir que la veille du Conseil de sécurité, en une semaine, tous les pays se mettent à sortir des déclarations. Je crains que ce ne soit plutôt des incantations. Donc vous parlez carrément de diversion? Aussi. Oui. Parce que ce qui est gênant dans ces déclarations, vous lisez le Parlement européen, vous lisez les États-Unis, vous lisez l'Allemagne, vous lisez la France, vous lisez... la Belgique. On ne parle que du M23. En République démocratique du Congo, il y a plus de 130 groupes armés. En République démocratique du Congo, les Nations Unies écrivent des rapports, comme quoi le Codeco est la milice la plus meurtrière en Ituri. C'est les Nations Unies qui ont décrété les FDLR comme un groupe terroriste. Les FDLR sont condamnés par les Nations Unies pour l'usage du viol comme crime de guerre. Comme arme de guerre. Comme arme de guerre, merci. ADF, Beni, Lubero, Butembo, on en parle tout le temps. Mais non. Tout ça, on peut mettre de côté et parler du M23. Et on oublie que le secrétaire général des Nations Unies a dit que c'est le seul groupe qui se comporte comme une armée professionnelle. Donc, cet habillage-là n'est pas à l'avantage du Congo et ça discrédite la communauté internationale et tout ça
qu'on parle de diversion, je ne serais pas surpris. Donc tout simplement, il fallait prolonger le mandat de la MONUSCO. Impérativement. Il fallait obtenir ce prolongement. Mais comme le Congo a voulu en faire son cheval de bataille dans cette demande de condamnation, le Congo l'a obtenu. Diplomatiquement, je crois que, à la limite, les gens qui sont rompus des couloirs diplomatiques disent c'est un service minimum. Vous voulez ça? On vous donne. Les experts se disent mais comment le Congo peut se faire avoir comme ça? Et puis, les Nations Unies se discréditent en bataillant de cette façon pour obtenir le maintien d'une mission qui est là depuis 25 ans, qui n'a pas protégé les populations et qui n'a pas mis fin aux forces négatives à l'est du Congo. Bon, ça me rappelle, ça me donne une idée comme ça qui vient en tête. Ouais. Là, on parlait avant-hier du lobbying avec le Qatar Gate à l'Union européenne. Est-ce qu'on peut croire qu'il y a eu un lobby congolais pour aller influencer jusqu'aux Nations Unies? Ah, le lobby de Kinshasa, il est très agressif. Il est très agressif, il est fourni en argent, il est fourni en cabinet de lobby. Mais ça, à la limite, tu dirais, c'est de bonne guerre. Ils ont investi massivement dans le lobby, ils ont obtenu le minimum. Au niveau du Parlement européen, c'est très intéressant parce que la vice-présidente a été appréhendée par la justice belge. Elle est en prison pour l'heure. Et qui fait partie de cette association de malfaiteurs? Eh bien, le fameux docteur Mukwege, qui donne des leçons à la terre entière, qui exige que justice soit faite, qui demande la condamnation du Rwanda, qui n'a jamais prononcé le mot FDLR de sa bouche, qui n'a jamais condamné les actes du FDLR. Alors qu'il n'est pas les femmes qui sont violées par les FDLR. Voilà. Et ce monsieur qui est prix Nobel de la paix, qui va comme ça souiller le Nobel, eh bien, il va s'expliquer devant la justice incessamment sous peu. Bon, donc alors nous avons ces condamnations tous azimuts. Eh bien, doit-on maintenant s'attendre à des sanctions contre le Rwanda? Ça m'étonnerait, parce qu'au regard des aléas à la fois politiques, diplomatiques, je crois que ceux à qui on a demandé, ceux qu'on a approchés et qui ont fait des déclarations, ils vont dire, on a donné. Vous cherchiez une condamnation, vous l'avez obtenue et on arrête là. N'oubliez pas qu'il y a ce que Kinshasa ne dit pas et ils ne peuvent pas le dire, mais qui revient comme ça dans la presse. On presse aussi Kinshasa de dialoguer avec le M23. Donc, à la fois, on donne satisfecit à Kinshasa parce qu'ils se sont beaucoup investis dans ce lobby. On a quand même à les ménager, mais aller jusqu'à prendre des sanctions contre le Rwanda dans la configuration actuelle, dans les dynamiques diplomatiques, je ne vois pas la partie sanction. Je ne vois pas encore la France, l'Allemagne, les États-Unis, les Nations Unies, l'Union européenne. Pendant que le Parlement européen condamnait le soutien du Rwanda au M23, la Commission européenne a débloqué des fonds pour soutenir l'armée rwandaise au Mozambique. C'est aussi ça, ce jeu diplomatique-là. Donc, de là à prendre des sanctions contre le Rwanda, pendant que ce fameux soutien est encore une supposition, c'est aller trop vite en besogne. À votre avis alors, quel comportement devrait adopter le gouvernement rwandais avec ce raz-de-marée de condamnation? Oh, je crois que le Rwanda en a vu. On en a vu d'autres. Ça fait 28 ans que nous vivons sous pression, que nous vivons sous des menaces, qu'on nous insulte, qu'on nous traite de tous les noms. Et
et nous faisons notre petit chemin. Je pense et je suis convaincu que le comportement du Rwanda agace ceux qui veulent que nous agissions différemment. Ça les agace. Ils ont essayé. Hein? Pensez un peu au rapport du juge français Bruguière. Tout le tollé que ça avait amené. Pensez à ce fameux mapping report que des gens citent sans l'avoir lu. Ils savent les deux mots. Mapping report. Point barre. Point barre. Quand tu vas lire le mapping report, tu te dis, mais pourquoi ils le citent? Mais voilà, on en a connu d'autres. Je crois que le Rwanda se comporte plutôt intelligemment dans ce face-à-face que cherche Kinshasa. Ils ont essayé de faire de la provocation. Ils ont tiré des obus sur Kinigi à 3 reprises. Le Rwanda n'a pas exercé son droit de suite. Ils ont fait atterrir un avion de chasse à Rubavu. Le Rwanda n'a ni stoppé cet avion, ni tiré sur lui, ce qui est un acte de courage et de maîtrise de soi. Et après, je crois que le gouvernement rwandais avait saisi le mécanisme conjoint de vérification et les organes habilités pour dire, voilà, nous ne sommes pas dans la logique de guerre que veulent nos voisins. Ouais. Parlons maintenant du communiqué de la conseillère spéciale des Nations Unies pour la prévention du génocide, daté du 30 novembre 2022. Bon, qu'en est-il? Comment faut-il interpréter la sortie de ce communiqué? Écoute, la conseillère spéciale est venue au Congo au mois de juin dernier. Elle a constaté qu'il y avait une inflation du discours de haine. Il y avait passage à l'acte. Elle a alerté les autorités congolaises et la communauté internationale. Elle revient en l'espace de 4 mois pour sortir un communiqué et dire il y a ciblage sur la base ethnique. Ça rentre dans la définition du génocide. Il y a un groupe ethnique qui est ciblé, qui subit les persécutions, et les gens sont massacrés, et on va au-delà. Il n'y a pas que les personnes, mais leurs biens aussi. On vient découper les vaches dans les pâturages. Pas pour les voler, pour aller les manger, mais juste pour montrer la cruauté. On a raté le propriétaire d'ici, on va découper ces vaches. Les réseaux sociaux inondent des images insoutenables, des traitements inhumains et dégradants en République démocratique du Congo, sur le groupe Tutsi congolais. Et donc, elle arrive au mois de novembre, je crois, du 10 au 13, elle s'imprègne de tous les rapports, à la fois de la MONUSCO, de Human Rights Watch et des organisations sur place. Et c'est là qu'elle sort le communiqué. Et ce communiqué est une épine dans le pied de Tshisekedi. Il y a, si pas menace de génocide dans ton pays, il y a un début de génocide en République démocratique du Congo. Et donc, ce communiqué doit à la fois non seulement alerter, mais demander au gouvernement congolais de changer de fusil d'épaule, de commencer à poursuivre ces personnes porteuses de discours de haine, de demander à sanctionner ceux-là qui font le passage à l'acte et qui perpétuent comme ça ces actes de génocide. Et donc, il faut prendre très au sérieux ce communiqué qui ne s'arrête pas là, sur la base de la documentation assez fournie quand même, sur les actes à la fois répétitifs, ciblés et systématiques. Il y a un collectif des avocats qui s'est formé en Belgique. Justement, pour prendre la balle au bon, ouais. Que penser de la plainte engagée en Belgique contre le gouvernement congolais par ce groupe d'avocats, justement, en Belgique? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est une suite logique. Il y a la persécution du groupe des Tutsis congolais.
il y a le passage à l'acte. Et c'est systématique. Et c'est documenté. Et on se plaît à diffuser des actes inhumains et dégradants sur les réseaux sociaux. Et donc, des avocats sur place ont recueilli et documenté ces actes-là, qu'ils ont transmis au collectif des avocats à Bruxelles. Et maintenant, on a saisi la justice. Quand on rentre dans un processus judiciaire, c'est vraiment pour faire éclater la vérité et obtenir des condamnations sur la base des responsabilités. Et donc, on n'est pas en train de faire de la propagande. Ça, c'est fini. On n'est plus dans les excuses ou des déclarations d'intention. Le chef de l'État a condamné ceux qui propagent des discours de haine. Le chef de l'État a demandé aux instances habilitées de... Non. Nous allons assister à un procès. Et ça va être judiciarisé. Et donc, je crois que c'est très, très, très sérieux. Ouais, bon. Et puis, pour revenir un peu sur quelles sont aujourd'hui, quelles chances pouvez-vous donner à la réussite du processus de Nairobi et la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda? Y a-t-il une chance pour que ces recommandations soient mises en œuvre? On a eu plusieurs rounds à Luanda. Nairobi est presque en léthargie. On voit bien qu'il y a la force est-africaine qui n'arrive pas à prendre pied à l'est du Congo pour diverses raisons. On a comme ça un chevauchement entre ces deux. Les pilotes sont presque les mêmes. Luanda, c'est le président Joao Lorenzo. Nairobi, c'est l'ancien président Uhuru. Et après, vous avez le gouvernement congolais qui joue du valse, qui se défausse. Les chances sont réduites. On va rester comme... Les chances sont réduites, mais pour des raisons de dynamique interne au Congo. Parce que le gouvernement congolais fait une fixation sur le M23 et oublie les autres groupes meurtriers. Là, je me pose une question. Oui. Vous dites qu'il focalise le M23, mais oublie les autres milices qui pullulent à l'est du Congo, voire même au Congo. Bon, et alors pourquoi est-ce qu'ils invitent tous les autres groupuscules et groupes de rebelles, mais n'invitent pas le M23 dans ces pourparlers? Eh bien, voilà, les contradictions qu'il y a à dire le M23 est un problème. Nous voulons résoudre le problème sans le M23. À Luanda, ils ont fait des déclarations. Le M23 n'a pas été invité. À Nairobi, on va à Nairobi sans le M23. Et tout ça, c'est des mobiles qui prouvent à suffisance qu'on ne veut pas avoir la paix à l'est du Congo. Parce que ce qui dérange l'élite congolaise, c'est quoi? C'est que les 2/3 de ces groupes armés sont entretenus à la fois par des officiers supérieurs et par des politiques. Le président de l'Assemblée nationale à Kinshasa, M. Mbosso, a dit aux députés en plénière: j'ai la liste des députés qui entretiennent les groupes armés à l'Est. Sortez de ces groupes armés. Il savait de quoi il parlait. Il y a des généraux qui sont impliqués et ils constituent comme ça des groupes mafieux, parce que ça a été dit par le président de la République à Bunia. Il a dit à Bunia qu'il y avait de la mafia et des magouilles au sein des FARDC, au sein de ces institutions. Il faisait allusion à ces députés et à ces généraux qui entretiennent ces groupes armés. Et donc ça empêche de rentrer vraiment dans la dynamique de paix à l'est du pays, compte tenu des intérêts qu'ont ces VIP congolais à l'est du pays. J'ai encore une interprétation à te demander. Vas-y. Quid maintenant du fait que le M23 a cédé Kibumba ce jeudi
22 décembre 2022. Ouais. Ils ont cédé Kibumba aux forces de l'East African Community. Oui. Comment faut-il interpréter donc une signification à donner à ce dernier développement? Oui, oui, oui. On parlait de la feuille de route de Luanda. Le dernier sommet de Luanda a un élément qui va dans ce sens-là. Les chefs d'État réunis à Luanda avaient exigé du M23 de se retirer et d'aller dans la zone Sabinho, derrière le volcan, derrière Jomba. Vous aurez remarqué qu'il y a eu une réunion à Kibumba entre le M23, les FARDC, East African Force Command, la MONUSCO et des observateurs militaires. Le M23, avant d'aller à cette réunion, avait déjà dit ouvertement, nous nous retirons, comme nous l'ont demandé les chefs d'État. Nous avons du respect pour eux, nous allons nous retirer. Il faut la réunion à Kibumba, et je crois qu'à l'issue de cette réunion, tous ceux qui partent de la réunion disent, nous allons en référer à nos supérieurs. Et voilà que le M23, de manière assez intelligente et stratégique, cède la position. Kibumba est une position militaire du M23. Et ils sont à 2 pas de Goma. Et ils cèdent ça comme ça aux forces est-africaines. C'est une manière de prouver, par des actions, qu'ils sont de bonne foi. Et qu'eux cherchent la paix. Et qu'ils ne prennent pas les armes pour le plaisir de prendre des armes. Et donc, étant donné qu'eux s'inscrivent dans cette dynamique de paix, ils cèdent les positions de Kibumba, qui seront occupées par la force est-africaine. Et après, il y aura une progression si jamais il y a un retour sur les revendications du M23. C'est comme ça que j'entends ce désengagement sur Kibumba, qui est quand même une position avancée du M23. Oui, et là, ça m'appelle, vous parlez de bonne foi, vous parlez de bonne volonté. Là, une idée me vient en tête. Kinshasa a sorti un livre blanc. Je l'avais complètement oublié, celui-là. Que pensez-vous de ce livre blanc? À Kinshasa, on fait tout et son contraire. On va dans tous les sens. Il n'y a pas de lisibilité sur la démarche de paix de Kinshasa. On veut la paix, on fait la guerre, on fait des déclarations alambiquées. Le fameux livre blanc, j'ai vu une prof d'université qui a lu le livre blanc, qui l'a soumis à un cross-checking et qui a dit un chassé-croisé de vérification de l'authenticité de ce document. Elle a écrit et elle assume ses propos, c'est du copier-coller. Elle a écrit au ministre Patrick Mouyaya en lui disant, votre fameux livre blanc, c'est du copier-coller, sauf les interlignes, les bas de page et les références. Donc, mais pour en finir avec ça, d'autres ont dit, il reste à vérifier, que ça a été inspiré par les chefs de FDR qui avaient l'expérience du livre blanc qu'avait sorti Habyarimana en son temps en disant qu'il faisait l'objet d'une agression de l'Ouganda. Voilà. Cette corrélation-là me paraît vider le document de sa substance, si substance il y en a, de sa légitimité, si on peut parler de légitimité, du moins de sa crédibilité tout court. Si crédibilité et substance il n'y a pas alors, allons à autre chose. Oui. L'année prochaine, c'est déjà demain. Oui. C'est plutôt demain. Oui. Donc il y aura des élections. Oui. À quoi faut-il s'attendre? Il faut s'attendre à... Les élections au Congo, c'est l'année prochaine, mais il y a
plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération. Il y a d'abord la situation sécuritaire à l'est du pays. Objectivement, vous ne pouvez pas organiser les élections avec une aussi grande partie du pays, la province de l'Ituri, le nord Kivu et le sud Kivu en insécurité. Ça pose problème. Vous avez les alliances qu'il y a actuellement. Codeco qui s'allie au FRDC, FDLR s'est établi, ils sont avec les FRDC, les Nyatura, les Maïmaï, tout ça fait des ordres pour savoir qui est avec qui fait quoi. À Kinshasa, vous avez comme ça un air de pré-campagne. Le premier des candidats, ce sera Félix Tshisekedi. Il n'a pas de bilan à présenter. Et donc, il aura du mal à battre campagne sur des promesses, des nouvelles promesses et encore des promesses. Ça va lui être difficile. L'union sacrée est déjà éventrée. Moïse Katumbi a quitté l'union sacrée. Et donc... il serait sur la voie de se porter candidat. Il est officiellement candidat déclaré et on lui reproche de l'avoir fait sur une chaîne étrangère. Mais bon, ça fait partie des soubresauts de la politique. Mais vous avez l'ancien Premier ministre Mouzito, vous avez Fayoulou qui est... L'ancien président Kabila. Kabila n'a toujours rien dit. Personne ne vous mentira pour vous dire je tiens éthique, c'est lieutenant. Oui. Essaye de parler en leur nom ou alors en son nom, mais Kabila ne s'exprime pas. Là, vous parlez de Bemba et de Kamere. Non, ce n'est pas les lieutenants de Kabila. Kamere devrait rouler pour Tshisekedi si l'alliance tient encore. Bemba est toujours membre de l'Union sacrée. Il devrait rouler pour Tshisekedi. En politique, c'est comme la météo, ça peut vous surprendre. Et donc, celui qui s'est déjà détaché, c'est Fayoulou. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Fayoulou sera candidat. Mouzito, plutôt, non mais candidat, mais c'est vraiment pas un homme qui a une envergure nationale. Matata Mpogno, qui vient de Maniema, ancien Premier ministre, il pourrait enquiquiner Tshisekedi s'il faut aller aux élections. Évidemment, il y a la grosse pointure qui est Katumbi. Mais Katumbi risque, je dis bien risque, de soulever comme ça la xénophobie parce qu'on va lui reprocher une nationalité douteuse. Mais tout ça, c'est des ingrédients qui vont faire qu'on peut avoir des troubles, soit à Kinshasa, vous décalez ça vers tout le Katanga. Tout le Katanga semble être faire bloc derrière Katumbi. Et donc, cette année va être une année électorale. Ils vont battre campagne. Les noms d'oiseaux vont fuser. Il y aura des insultes. Comment ça va se comporter? J'ai beaucoup de doutes parce qu'il y a aussi la dimension glissement qui n'est pas sortie des casseroles de la présidence. Ouais. Eh bien, cher Tite, merci d'avoir éclairé notre lanterne, tellement les scénarios de la question RDC sont en foutoir, excusez du peu. Notre lanterne, justement, n'avait plus son pétrole. Merci de nous l'avoir mis dedans. Eh bien, c'est moi qui vous remercie pour encore une fois, merci de nous ouvrir les yeux avec ce parcours géopolitique édifiant. Grand merci aussi à toutes et à tous qui nous suivaient sur la chaîne YouTube d'hier. Nous ne vous en remercierons jamais assez par ailleurs. Prenez surtout soin de vous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et à la prochaine. Au revoir.